3 stars dans la musique. Stevie Wonder, Miles Davis, Quincy Jones. Melody Makers, le podcast qui décortique, analyse, épluche la musique. Melody Makers. Ah, le groupe Kassav. Jean-Claude Nemro, pianiste de ce groupe mythique, me reçoit aujourd'hui pour évoquer l'aventure Kassav qui dure depuis plus de 40 ans. L'homme aux dreadlocks, qui joue du synthé comme une guitare, nous raconte avec passion le destin d'un gamin martiniquais. Les Antilles et le zouk, le makossa avec Manu Dibango, les concerts avec Kassav dans pas moins de 83 capitales à travers le monde et une tournée avec Peter Gabriel. Jean-Claude Nemro évoque aussi le futur de Kassav depuis la disparition de Jacob Desvarieux. Branchez le casque, montez le son, on l'écoute. Bonjour Jean-Claude, merci de me recevoir. Mais je t'en prie, c'est moi, enchanté. Je sais que, gamin, tu rêvais d'être pilote automobile. Alors comment tu es devenu musicien ? Alors, j'ai eu la chance d'avoir un piano chez moi, je ne sais pas pourquoi, puisque personne n'était musicien dans ma famille. Mais enfin, c'est comme ça, mon père aurait peut-être voulu... J'ai jamais eu cette explication d'ailleurs de lui, pourquoi il y avait un piano, je ne sais pas. Bref. Et vers mes 6, 7, 8 ans, il s'avère que j'étais toujours fourré derrière le piano et mon père m'a dit écoute, si c'est ce qui t'intéresse, voilà, allons-y franchement, on va te faire prendre des cours de piano classique. J'ai commencé les cours de piano classique. Parallèlement à ça, au fur et à mesure que je grandissais, vers l'âge de 13, 14, 15 ans, j'ai eu l'envie de faire de la musique du pays, parce que le classique, c'était très éloigné des Antilles, on va dire, même si j'adorais Chopin ou Stravinsky, mais bon, j'adorais aussi la mazurka, parce que je suis né à Saint-Pierre. Saint-Pierre étant la capitale, c'était l'ancienne capitale de la Martinique, mais pas seulement. C'est aussi la capitale de la mazurka. Parce que les Polonais sont venus s'installer, ça a donné la biguine, ça a donné la mazurka. Et je me suis, à force d'écouter des anciens jouer cette musique quand j'étais jeune, je me suis pris d'amour pour ce rythme de mazurka à 3 temps. Ce qui fait que j'ai fait partie de 2 ou 3 groupes entre 15 et 20 ans, dont les Coconuts, c'est le groupe de mes potes. Oui, vous tourniez déjà beaucoup en Martinique. Voilà, on a joué sur scène, on a fait des mariages, on a fait des anniversaires, tout ça. Donc ce qui m'a mis le pied à l'étrier déjà très jeune. On gagnait déjà un petit peu d'argent, on jouait des fois dans des hôtels. Et puis après, de fil en aiguille, je suis parti en France et puis j'ai commencé ma vie, c'est-à-dire ma vie musicale, parce que être pilote de course, j'avais déjà enlevé ça de ma tête parce que c'était impossible. Être pilote, surtout à l'époque, dans les années 60, déjà maintenant c'est compliqué, mais à l'époque. Ensuite, tu viens en métropole à Paris et là, tu commences à travailler comme musicien, mais, parce qu'il y a un mais, tu es appelé sous les drapeaux, c'est ça ? Quand j'étais à Paris, j'ai connu un gars, paix à son âme, qui s'appelait Jacques Matra. Et j'ai commencé à faire des séances pour lui. C'était un producteur, voilà. Et arrive le moment où je dois rentrer à l'armée. Alors je lui dis, ouais, l'armée, ça va être chaud. Il me dit, non, je vais appeler, je connais le général machin, je vais appeler et je vais te faire entrer dans la musique. Donc au lieu d'aller à Frileuse faire mes armes, machin, on m'envoie à Versailles dans le truc de la musique. Je suis reçu par le capitaine. Oui, bonjour, vous êtes quoi, pianiste? Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? J'ai dit, il faut que j'embrouille à ce moment-là, parce que là, t'as pas de réponse, là, t'es comme un con. Tu dis, ouais, je suis pas trompettiste, dans la musique de l'armée, il n'y a pas de piano. Et il me regarde comme ça, il me dit, votre tête m'est sympathique, vous êtes recommandé par monsieur Matra, bon, je vous donne une chance, je vous donne 1 semaine pour apprendre le tuba. Si au bout d'1 semaine, le tuba, ça va pas, au revoir. Je te dis pas comment moi, matin, midi, soir, je suis derrière le tuba, mais alors à une force. Moi qui suis un peu fainéant sur les bords, j'ai jamais appris un instrument aussi vite. Le tuba, j'ai compris assez vite le truc. 1 semaine après, quand il a entendu, il m'a dit, mais vous jouiez déjà du tuba? Il me dit, non, j'avais un peu appris avant, ce qui était complètement faux. Bon, donc, bref, je suis resté. Et c'est comme ça que j'ai fait mon armée à Versailles. Je continuais à travailler pour Jacques Matra. Quand j'avais les permissions à Paris, j'allais faire 2-3 séances d'enregistrement pour lui.
Et j'ai trouvé une boîte de nuit à Pigalle qui voulait bien m'embaucher. Donc j'avais de l'argent qui rentrait. Quand j'arrivais à l'armée le soir, personne n'avait du blé, c'est moi qui payais la télévision. J'avais loué une télévision à Versailles, je mettais dans la chambre et je faisais tout le monde payer pour rentrer voir la télé le soir. C'est un truc marrant, quoi. Donc j'ai fait une armée cool, quoi, tranquille. Et puis en sortant de l'armée, j'ai commencé à travailler à droite à gauche. On est au début des années 70 et là tu commences à jouer avec des vedettes de l'époque. J'ai commencé à travailler avec 2-3 personnes de la variété, notamment avec Nancy Holloway, qui était une Américaine qui était à Paris à l'époque. Voilà, je commençais à travailler avec elle, avec Joe Archer, qui était un Haïtien. Le fil en aiguille, ça m'a fait être un petit peu connu. Ça m'a amené à travailler avec des gens un petit peu plus connus après. Eddie Mitchell, après ça a été Michel Fugain, après ça a été Stoney Chardin, comme ça la variété. Et puis bon... j'avoue que très honnêtement, la variété, ça me gonfle un peu parce que c'était pas ma musique, quoi. C'était pour moi une manière de gagner ma vie. Ouais. Et puis tu vas jouer avec Manu Dibango. Au bout d'un moment, j'ai été sollicité par les Africains, notamment 2-3 Camerounais, qui m'ont fait rentrer dans cette musique qui était le Makossa à l'époque, enfin jusqu'à maintenant d'ailleurs. Donc j'ai appris à m'investir dans cette musique. De fil en aiguille, j'ai travaillé avec tellement de gens du Cameroun que j'ai fini par tomber sur Manu Dibango, et qui est la star du Cameroun. Donc je suis resté avec lui quelques années. Et je faisais aussi Myriam Makeba. Je sais même plus comment je suis tombé sur elle. Bref, je faisais les 2 plus grandes stars de l'Afrique de l'époque, quoi. Et j'ai fait tous les artistes camerounais, tous, entre 80 et 90, cette décennie-là, je les ai tous faits. Jusqu'à ce que je sois tombé sur Jacob, qui m'a dit « Ouais, mais on entend parler de toi, ce serait bien que tu rentres au Kassav. » J'ai dit ouais, « Moi, les groupes, je gagne bien ma vie, ça m'intéresse pas. » Mais en 1981, tu intègres finalement le groupe Kassav, formé en 1979 par Jacob Desvarieux, chanteur-guitariste, et les frères Décimus. Alors comment ça s'est passé ? C'était le début de Kassav. Kassav a été créé 2 ans avant. À l'époque, il y avait déjà un pianiste qui était parti avec l'orchestre de Raymond Lefebvre, violon, au Japon. Donc il m'a dit, bien, on va à La Réunion, c'est un des premiers concerts de Kassav et tu vas remplacer le pianiste. Et ok. Je suis revenu de La Réunion et je dis, ok, c'est bien gentil, votre groupe, mais bon, laissez-moi là où je suis. Foutez-moi la paix. Non, mais à Georges et Jacob, ils ont tellement insisté. Ouais, mais l'autre pianiste, viens, t'as le groove antillais. Bon, je suis resté 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis finalement, de fil en aiguille, Georges, il m'a dit, ouais, mais tu peux chanter, en fait. Donc j'ai commencé à faire un titre, chanter, et puis je sais même pas pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, 30 ans après, 40 ans après, j'y suis encore. Comme quoi, ils ont bien fait d'insister. Ce que j'aurais regretté, hein. En 1984, c'est le tube Zoukla C Sel Médicament Nouni qui fait décoller le groupe internationalement. Comment tu expliques le succès de ce morceau qui est basé sur une seule note de basse, un seul pendant tout le morceau? Effectivement, je crois que tout succès dans la musique, quelle que soit la musique, que ce soit le jazz, le rock, la variété, je crois que un gros succès vient d'une chose qui ne s'explique pas en fait. Quand tu prends ce morceau, personne n'a jamais fait un titre où il y a une note de basse du début à la fin. Personne n'a jamais même pensé à faire ça. Mais le fait qu'il y ait une seule note de basse finalement sur 2 accords fait que non seulement il y a le côté répétitif qui te prend la tête quand tu entends ce morceau, ça démarre sur cette note de basse qui est lancinante, mais avec un rythme qui est béton du début à la fin. Et ça, jusqu'à maintenant, quand tu mets ça dans une boîte de nuit, que tu sois aux Antilles, que tu sois en Afrique, que tu sois au Japon, que tu sois en Australie, ça fait la blague. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Kassav a finalement inventé un nouveau style musical, le zouk. Il y a déjà une base, qui est le tibois. Tac, 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 à tous les rythmes. Lent, moyen, rapide, peu importe. Parce qu'après, les gens, c'est bien, de nos jours, les gens veulent mettre des
des codifications, des noms à tout. Ils ont nommé le zouk péton, le zouk love, le zouk ceci, le zouk cela. Nous, à notre époque, on n'a rien à foutre. On n'avait pas de nom. On faisait un zouk qui soit là à 120, à 130, à 80. On faisait du zouk, point. On cherchait pas à savoir s'il était zouk love, s'il n'était pas zouk love, point. Et puis, au-dessus de la base, eh ben, selon l'influence de chacun, Jacob, lui, il sortait du rock. Georges, il sortait de la musique profondément pays, gros cas. Moi, j'avais plus une jeunesse funky, James Brown par là. Mais finalement, quand tu mets tout ça réuni, au-dessus de ce ben, tu crées quelque chose qui est, selon chaque compositeur, un peu différent. Et puis le fait qu'on a commencé à beaucoup voyager en Afrique, eh bien, il y a beaucoup de sonorités africaines qu'on a introduites dans notre musique. Alors justement, vous avez tourné dans de nombreux pays africains. Est-ce que tu as un souvenir marquant de cette tournée africaine ? La première fois déjà qu'on était en Afrique, c'est en Côte d'Ivoire. Mais on ne savait pas qu'on était déjà connus, c'est-à-dire qu'on était déjà peut-être au 2e, 3e album. Bon, on pensait que c'était, oui, un peu comme aux Antilles déjà, mais c'était beaucoup plus qu'on ne le pensait. Quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, on était surpris de voir que, par exemple, on ne pouvait même pas sortir de nos chambres d'hôtel, tellement il y avait des gens qui nous attendaient en bas de l'hôtel. On dit, c'est quoi ? C'est quand même incroyable, tu vois. Alors que chez nous, Kassav, on nous connaissait, mais sans plus. Donc on a pris conscience vraiment en Côte d'Ivoire du fait que, ah oui, ça le fait, quoi. Et puis, on a commencé à faire des petits stades de plus en plus grands. On nous a appelés voilà, après c'était le Sénégal, après Cameroun, enfin, etc. Et puis, ça a commencé à être de plus en plus gros et de plus en plus... on a fait, par exemple, en Angola, un stade qui faisait 120 000, plein, à craquer. Et quand on est rentré dans ce stade, on est rentré comme des rockstars sur un... C'est comme les papas mobiles là, du pape, sur un char. On a fait le tour des 400 mètres d'athlétisme sur le char, jusqu'à la scène. Et quand on est arrivé à la scène, l'organisateur, il a gueulé, il a dit « Ouais, les gens, ils n'ont pas vu après, assez, donc... Et Georges, comme un fou, il est reparti à pied. Donc moi, je l'ai suivi parce que je suis tout aussi fou que lui. Donc tous les autres étaient bien obligés de le suivre à pied. On a refait le tour. Les gens, ils n'en pouvaient plus hurler à pied, enfin presque en courant, avant de monter sur scène faire le concert. Et puis en 1987, sur l'album Winnie Pooh, disque de platine au passage, on trouve encore un tube, Si et Bois. On écoute. Lors des enregistrements des différents albums de Kassav, quelle était la manière de fonctionner et qui faisait quoi ? Le début des années 80, c'est le début des boîtes à rythme. Alors, les Américains enregistraient déjà sur les boîtes à rythme. Les Antillais, c'est quoi ça, boîte à rythme, ça sonne pas ça. Oui, sauf que, effectivement, quand tu enregistres des boîtes à rythme, ça ne sonne pas parce que la boîte à rythme est pas humaine, donc elle va te donner le rythme à couper au couteau, mais par contre, il n'y a pas de vie. Le fait que ça ne bouge pas, nous, on a utilisé la boîte à rythme, mais de manière intelligente. Pourquoi ? Parce qu'on s'en est servi, mais chaque fois qu'on avait fini d'enregistrer la boîte à rythme et que les instruments avaient enregistré un titre, la basse était venue se greffer, la guitare, les claviers, ça veut dire qu'on jouait. Il n'y avait pas d'inexactitude rythmique, on va dire. Mais là où l'intelligence rentre en jeu, tu fais venir le batteur qui joue sur la boîte à rythme. Tu fais un vrai percussionniste jouer. Et là, il va être obligé de jouer comme ça. Donc tout le monde joue sur un truc qui est immuable. Donc à l'arrivée, quand tu enlèves la boîte à rythme et que tout le monde a joué sur la boîte à rythme, tu entends un truc qui est, mais alors, la locomotive. C'est pour ça qu'on a toujours pensé que Kassav, c'est une locomotive. À cette époque d'ailleurs, les années 80, Kassav fait tous les zéniths de France. Le premier zénith, c'est 85, si je ne m'abuse, et à guichet fermé, sans l'aide d'aucun média français. Et on est nous-mêmes vachement surpris, le zénith est plein, c'était ouf, tu vois. Et comment tu as
vécu ce succès à ce moment-là? Comment te dire? Nous, on a commencé petit à petit. Petit à petit. Le succès n'est pas venu tout de suite. Ça, c'est une chose. Et puis, deuxièmement, nous sommes, pour la plupart, que ce soit Jacob, que ce soit Georges, que ce soit moi, nous sommes des musiciens avant tout. J'ai travaillé avec tellement de gens avant que le succès est arrivé, oui, mais bon, quand tu avais travaillé, déjà fait des tournées pour Manu Dibango, pour Myriam Makeba, pour un tel, pour Fugain, j'ai fait des tournées Big Bazar, machin. Je suis habitué un peu à cette vie, si tu veux, même si c'était pas moi, mais à travers d'autres, j'ai vécu déjà cette vie de, voilà, donc, personnellement, ça m'a pas chamboulé la vie, et puis ça ne m'a pas fait péter un plomb ou quoi que ce soit, voilà. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, je vis de manière très simple, voilà. Tu as dit dans une interview, Kassav est comme un gouvernement sans président. C'est ça. Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? C'est ça, c'est-à-dire que pour les gens, pour l'extérieur, le patron, ça a toujours été Jacob, parce que Jacob, c'est celui qui a recruté les autres déjà, qui a fait le groupe avec Pierre-Édouard et Georges, et donc c'est le patron légitime. Mais au sein même du groupe, il ne s'est jamais considéré comme un patron, c'est-à-dire que quand il y a des décisions à prendre, c'est les 5 qui ont toujours pris des décisions. Et puis, on s'est un peu séparé le boulot. C'est pour ça que ce groupe-là, d'ailleurs, a toujours bien fonctionné. Jacob, là où il était très fort, c'est en studio, la réalisation des albums. C'est lui qui était en charge de ça. Et en plus, il sait y faire. C'est-à-dire que quand il arrive dans un studio, il n'est jamais fatigué. Il peut rester 3 jours jusqu'à 4 heures du matin. Les machines, il connaît parce qu'il a fait aussi son apprentissage avant le groupe. C'était pas seulement un guitariste, c'était aussi un ingé son un peu. Moi, j'ai un petit peu pris ma place, comme je disais, au fil des années. Du je m'en foutiste que j'étais au départ, je suis, finalement, au fond de moi-même, je suis quelqu'un de très, très rigoureux. Et j'ai pris la place, je ne sais même pas, de fil en aiguille, c'est arrivé comme ça, de chef d'orchestre. J'aime pas tellement ce terme de chef d'orchestre, mais c'est moi qui m'occupe, après 10 ans, 15 ans, 20 ans dans ce groupe, des répétitions, de comment on va répéter, de quelle manière d'arranger les trucs, s'il y a des medleys, des choses comme ça. Et puis de ce qui va se passer sur scène, j'aime bien ça, parce que comme je suis un peu très cinéphile, j'aime bien savoir comment ça va se passer. Est-ce qu'on va mettre des feux d'artifice? Est-ce qu'on va mettre un groupe qui va venir faire des danses? Est-ce que, au fil des années, hein, c'était pas les premières années. Donc je suis un peu devenu le metteur en scène, entre guillemets, hein, bon, sans prétention aucune. Jean-Philippe et Patrick, c'était plus leur partie, comme ce sont des chanteurs, leur partie, c'était plus sur la scène qu'ils maîtrisaient le truc. C'est-à-dire que leur ministère, c'était arriver sur scène, comment ils vont gérer le public. Jocelyne, c'était plus, maintenant elle a pris la place de Jean-Philippe et de Patrick sur scène pour faire ça, mais au début, elle est arrivée, elle était choriste au début. Quand elle a pris sa place au devant de la scène, elle était plus celle qui maîtrisait les médias, puisque en plus c'est la seule femme du groupe. Les médias, son rôle c'était ça. Et puis elle a un grand talent d'écriture. Donc ça et Georges c'était un peu, c'est toujours d'ailleurs jusqu'à maintenant, c'est un peu, j'aime bien dire le fou du roi. C'est-à-dire que c'est lui qui a fondé le groupe, d'accord, avec les autres. Et puis après c'est l'élément qui sait être le fédérateur quand il y a un petit problème entre celui-là et celui-là, comme dans une famille. C'est lui qui va racoler un peu les morceaux, c'est un super cuisinier, c'est lui qui va, quand on va en tournée, mettre l'ambiance, et c'est important, c'est très important dans un groupe. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même l'élément qui fait que tout va être apaisé. Donc finalement, tout le monde a trouvé un peu sa place. Enfin, les 5, les 6, parce qu'on était 6 au départ, chacun a eu son rôle à jouer pour que le groupe ne s'effondre pas. Et c'est pour ça que, quelque part, on a tenu aussi longtemps. Vous avez enregistré plus d'une 15aine d'albums, plus les albums solos de chacun des membres du groupe, des lives aussi. Quel est le secret de cette quantité de tubes? Comme on faisait un album tous les 4-5 ans, entre les 5 ans, on disait, allez, l'album solo qu'on fait, c'est Patrick. On fait 5 ans, on fait l'album de Kassav. Allez, l'album prochain, ce sera Jacob, etc. Mais tu as toujours des titres en réserve. Ce qui fait que quand le groupe va jouer, il y aura
chaque fois, les 3 ou 4 titres qui ont marché, enfin, je dis un nombre comme ça, 3 ou 4 titres qui ont vraiment marché dans le groupe Kassav, plus les 3 titres qui ont marché de Saint-Éloi, plus les 3 de Jacob, etc. Donc, finalement, tu te trouves avec 2 heures de concert où t'as que des tubes. Et là, les gens, ils hallucinaient parce que, ah ouais, y a ça, ouais. Et on a toujours fonctionné comme ça pendant 20 ans. Donc, ce qui fait que le succès n'a été toujours que plus ou moins, toujours plus grand, puisque c'est toujours plus de tubes. En 1993, tu pars en tournée avec Peter Gabriel, cofondateur du groupe Genesis, avec Phil Collins. C'est bien cela, je me trompe pas. C'est ça. Alors, comment l'as-tu rencontré et comment ça s'est passé avec lui? J'ai eu la chance. Il se trouve que le pianiste de Gabriel s'est fâché avec lui et qu'il était à 2-3 mois de départ de sa tournée mondiale. Et son bon ami Youssoundo lui dit, mais moi, je te conseille d'appeler Nemo, c'est le seul que je vois qui peut s'adapter. Et je suis en séance d'enregistrement, je ne sais plus où j'étais un jour, et le téléphone, Nemo, c'est pour toi. Je prends un téléphone, bonjour, c'est Pierre d'Angleterre. Oui, c'est une blague, c'est qui Non, c'est Peter Gabriel, je veux te rencontrer à Paris samedi. Bon. Mais la musique de Peter Gabriel, oui, je connaissais le nom, Genesis, ouais, voilà, mais c'est plus Jacob qui connaissait, qui son univers est rock. Moi, c'est James Brown, c'est pas du tout mon univers, tu vois, Genesis, mais bon. Donc, il m'a dit, bon, je te rencontre samedi, on s'est rencontrés chez le bassiste à Bess, qui a fait le Grand Bleu, là, comment il s'appelle Eric Serra. Exactement, chez lui. Et on a fait un bœuf pour voir si, voilà. Et il me dit après le bœuf, ah ouais, j'aimerais bien, voilà, mon pianiste, on s'est embrouillé, j'ai tourné, elle est partie depuis, elle est pas partie bientôt, est-ce que tu peux? Et le problème, c'est que je jouais au Zénith avec Kassav dans le mois qui suit. Donc je lui ai dit, j'aurais bien aimé, mais là, je peux pas dire au mec, ciao, bye bye, cherche un autre pianiste. Donc je lui ai dit, désolé. Et il m'a dit, bon, c'est dommage, parce que il y a bien le feeling, nanani, bon, écoute. Mais, quelque part, je rentre chez moi et je me dis, on ne sait jamais dans la vie, je vais acheter tous les albums du gars et je commence à les étudier. Et peut-être qu'un jour, il va me rappeler. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Peut-être 3 mois après, il me rappelle, il me dit, bon, le Zénith, c'est fini, donc là, maintenant, est-ce que tu peux te libérer du groupe? J'ai dit, ouais, là, c'est possible. Kassav, on ne tourne pas tant que ça. Je peux me faire remplacer par un autre pianiste à l'avenir. Oui, mais il faut être à New York demain. Bon, d'accord. Je fais ma valise, je pars à New York demain. Et tu pars pour 1 an et demi. OK, bon. Je pars à New York. J'arrive à New York en me disant, heureusement que tu as étudié tous les titres. Comme ça, c'est cool. Et arrivé là-bas, pas du tout. Il me dit, non. La pianiste qu'on a pris entre-temps, on va la virer quand tu seras prêt. Je dis, mais quand je serai prêt? Il dit, oui, parce que les 3/4 des titres, il y a des déclenchements de samples sur les claviers dans tous les sens. Donc, elle va te montrer le boulot pendant les 3 mois qui viennent. Toi, sur scène, le soir, on va te mettre un clavier et tu fais un peu ce que tu veux. Enfin, si t'as pas envie de jouer, tu joues pas. Mais au moins, dans la journée, elle t'apprend le truc et une fois que tu es prêt, on la vire. Sauf que la fille n'a pas envie d'être virée. Je la vois jamais. J'ai dit, j'ai compris l'histoire. Je me suis fait monter un clavier dans ma chambre à chaque jour. J'ai commencé, et puis le soir, quand elle jouait, j'étais derrière son dos. Je cherchais même pas à jouer. Je regarde tout ce qu'elle fait et je note. Et j'apprends dans ma chambre, le moindre sample, il faut déclencher. Rien que l'intro de pour te donner une idée de l'ampleur du boulot, rien que l'intro de Sledgehammer. Il y a 5 samples à déclencher. Et au bout de 3 mois, Gabriel il me dit, bon, est-ce que tu es prêt? J'ai dit, oui, je suis prêt. Et la fille, elle pensait que j'allais me planter. Petit antillais, il va rentrer chez lui. J'ai fait mon concert. Et je suis resté comme ça, 1 an et demi. Formidable tournée. C'était pas un groupe nombreux. Il y avait batterie, Manu Katché, Tony Levin à la basse, Rhodes à la guitare, un violoniste, Shankar, et une choriste. Et moi. Donc on était 6. Dans les années 90 et 2000, pour Kassav, c'est des concerts dans le monde entier, en France bien sûr, Bercy, Zénith,
et puis le Stade de France en 2009 pour célébrer les 30 ans du groupe. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous êtes le premier groupe à vous y être produit. Et les seuls artistes à avoir mis vos mains, comme à Los Angeles. Dans le ciment. Oui, c'est énorme. C'est gérant. Donc c'est à vie, c'est nous, Oui. point. Comment on prépare un Stade de France ? Pour te dire, bon, on a fait le Stade de France tranquillement. Quand je dis tranquillement, avec des idées, parce que bon, tu passes du Zénith, on est monté en force, les 10 ans, tu fais Bercy, les 20 ans, là c'était les 30 ans, il fallait qu'on mette le truc la marche un peu plus haute. Donc, Et puis en 2019, le concert À des l'Arena. 40 ans à l'Arena, là aussi, c'est 40 000 ou 50 000 places. Encore une très très grande scène, quoi. ouais, absolument. Et puis il fallait faire la nouvelle salle, parce que comme on a fait tout fait, Bercy, Zénith, Stade de France, ben, la nouvelle salle, c'était l'Arena de Nanterre. J'aimerais que l'on parle maintenant du présent et du futur de Kassav, parce que Jacob est parti en 2021, il nous a quittés. Comment Kassav va pouvoir continuer sans lui ? Quand Jacob est parti, on s'est tous dit, là, c'est compliqué là maintenant. Parce que non seulement c'était quand même le fondateur, beaucoup de titres sur scène sont ses titres, il a une voix que tout le monde connaît et que tout le monde... une voix très spéciale. Il est guitariste en plus d'être chanteur. Et en plus de tout ça, l'autre chanteur qui est sur scène, celui qui met l'ambiance, est malade. C'est Jean-Philippe Martelly. AVC, hôpital. Là, on se dit, là, on est battu dans le film. Comment on va faire pour rebondir ? C'est compliqué. Mais tu sais, dans la vie, finalement, des fois, c'est quand tu es au fond du trou, comme le disait mon père, que tu as deux choix. Soit tu es au fond du trou, tu t'assieds et tu pleures, soit tu te dis, sèche tes larmes et remonte le trou, de toute façon, tu n'as pas d'autre choix. Donc, à force de réflexion, avec beaucoup aussi le manager François Pinard, qui n'est pas un simple manager dans le groupe. Il est devenu presque une part entière dans le groupe au niveau de ce qu'il faut décider de faire. Et on fait des réunions et on se dit, ouais, bon, ce serait peut-être bien de rebondir. Alors, lui qui est en charge de trouver des concerts, bien évidemment, quand il a essayé de frapper à 2-3 portes, les organisateurs nous ont un peu, bon, je ne vais pas citer ni rien ni personne, mais ouais, bon, le groupe, c'est mort, voilà, basta. Finalement, Georges trouve un guitariste très jeune, qui commençait à prendre les titres de Jacob. On avait déjà dans notre équipe un jeune, Jean-Jacques Seba, qui est un Camerounais, qui est aussi, lui, un genre de pipe de Jean-Philippe Martelly sur scène, hein, mais qui met l'ambiance sur scène. On s'est dit, mais en fait, on peut rebondir. On a Jean-Jacques qui peut remplacer Jean-Philippe. On a ce guitariste Karim Verger qui peut remplacer Jacob. On s'est orienté vers Patrice Ullmann qui peut chanter les titres de Jacob. Et là où je parlais de François Pinard, qui nous a suggéré, il nous a dit, mais au lieu de remonter sur scène pour continuer à faire du Kassav, pourquoi pas faire un hommage à Jacob? Et comme il a beaucoup de titres, eh bien, montons une tournée où on ne fera que des titres de Jacob. Et l'idée est partie de là. On a fait un premier concert, on a fait le festival de Sainte-Lucie, on a fait Curaçao. Et là, les gens, le retour, c'était... Ben, le groupe, il sonne. Et puis les nouveaux, ben, ils sont là, et puis ils font le job. Et puis... Donc, finalement, de ces deux concerts-là, les gens nous ont rappelé, à telle enseigne qu'on a fait Arles après, on a fait Lyon, on est même revenu faire Curaçao une deuxième fois. 6 mois ou 8 mois après, on a fait Martinique, on a fait Guadeloupe, alors que tous les gens, ils commençaient déjà à dire, ouais, le groupe, il est mort, hein. Et maintenant, on fait Bercy, on est plein. Le 18 mai prochain. Le lendemain, on fait l'Arena Adidas, que du bonheur. C'est donc le grand retour de Kassav. Il va y avoir une tournée mondiale, alors.
On est en train d'envisager de refaire une tournée, parce qu'on n'a fait qu'une fois dans l'océan Indien, ou à l'île Futuna, enfin, tous ces pays-là où on a trop kiffé, où les gens là-bas nous ont trop adorés. On est en train d'envisager ça pour 2025. Et puis l'Afrique, où on va certainement revenir. Pour terminer, il faut quand même que tu nous parles de ton projet de documentaire sur toi. C'est un documentaire qui n'est pas un documentaire prétentieux pour dire voilà, moi, j'ai fait ça. Non, c'est un documentaire qui part de ma tendre enfance, montrer à travers moi mon pays, la Martinique. Je suis de Saint-Pierre, comme un petit nègre de Saint-Pierre est sorti de là et qu'il a monté chaque marche, la Martinique. Après la France, après l'Angleterre avec Peter Gabriel, après le Cameroun. Donc c'est un documentaire qui est ambitieux de mon point de vue et du point de vue des gens qui m'entourent, qui se veut ambitieux et qui dit un documentaire ambitieux, dit un documentaire qui coûtera quand même pas mal d'argent. Si on veut le faire vraiment avec tous ces angles-là et avec tous ces pays-là. Mais j'ai confiance, je lâche pas l'affaire et je pense que si je réussis ce documentaire, ce sera pas moi qui réussirai, ce sera mon pays qui sera derrière moi, qui sera mis en valeur. C'est le but que je me suis fixé. Merci, Jean-Claude. C'est moi. Maintenant, tu peux le petit rhum, alors. Maintenant que tu as fini le boulot. C'était Melody Makers, le podcast qui décortique la musique. Réalisé par Julien Louette. Plus d'épisodes sur toutes les plateformes. Partagez, commentez, likez. Si vous souhaitez découvrir les coulisses de mes entretiens, rendez-vous sur le compte Instagram Melody Makers Podcast. Vous y trouverez photos, vidéos et bonus. Merci pour votre écoute. Rendez-vous au prochain épisode.